La séance est... L'ordre du jour appelle la discussion de la proposition de résolution de Mme Véronique Louwagie relative à la simplification du dispositif d'indemnisation des victimes du valproate de sodium et de ses dérivés. La parole est donc à Mme Véronique Louwagie, rapporteure spéciale de la Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire. Madame la Présidente, Madame la Ministre, Monsieur le Président de la Commission des finances, Monsieur le rapporteur général, mes chers collègues. C'est ici même, dans cet hémicycle, que le 15 novembre 2016, s'affranchissant des clivages partisans, les députés ont voté à l'unanimité en faveur de la création d'un fonds d'indemnisation pour les victimes de la dépakine, dont la gestion a été confiée à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, l'ONIAM. Et pour cause, dans un rapport publié en août 2017 par la CNAM et l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, les deux instances dénombraient entre eux 2150 et 4100 enfants ayant développé une malformation majeure depuis 1967 suite à l'exposition au valproate de sodium in utero. Malheureusement, ce bilan, déjà très préoccupant, a ensuite été revu à la hausse. Dans un nouveau rapport publié le 22 juin 2018, ces mêmes instances concluent qu'entre 1967 et 2017, entre 16 600 et 30 400 enfants ont pu être atteints de troubles mentaux et du comportement. Aujourd'hui, ce sont plus de 10 000 personnes qui pourraient bénéficier d'une indemnisation. Il s'agit d'une véritable catastrophe sanitaire. Pourtant, en 2018, seuls 16 millions d'euros ont été dépensés par l'ONIAM sur les 78 millions d'euros prévus en loi de finances initiale. Cette mauvaise utilisation de l'enveloppe des crédits budgétés est la conséquence du retard pris dans l'examen des dossiers, puisqu'aucun avis d'indemnisation n'a été rendu en 2018. Dans le cadre de la poursuite de mes travaux sur cette thématique, j'ai auditionné en avril dernier Madame Marine Martin, présidente de l'APESAC, l'association des parents souffrant du syndrome de l'anticonvulsant, en présence de plusieurs députés. À cette occasion, Madame Martin nous apprenait que depuis l'ouverture du fonds en 2016, aucune victime n'avait encore été indemnisée. Cette situation n'est pas tolérable. La première raison de l'échec du dispositif d'indemnisation des victimes de la dépakine réside sans aucun doute dans sa complexité. Chaque dossier est examiné par une double instance de décision et les familles se voient réclamer un nombre très important de pièces administratives. Des dossiers qui peuvent constituer jusqu'à 800 pages et qui, pour certaines familles, ont été mesurés au niveau du poids et qui peuvent représenter jusqu'à 12 kilos de papier. Or, lorsqu'est pris en considération le fait que nombre de ces familles sont constituées de femmes elles-mêmes malades, assumant quelquefois seules la charge de leurs enfants handicapés, ces obstacles apparaissent bien souvent comme une barrière insurmontable. Ainsi, au 30 avril 2019, seules 1655 demandes d'indemnisation ont été déposées, sur une prévision totale de 10 290 victimes indemnisées réalisées par l'ONIAM en 2016. Aussi, je souhaite que cette résolution soit l'occasion de décliner des pistes de réforme du dispositif dans le sens de la simplification. C'est là le premier axe de cette proposition, Madame la Ministre, proposition de résolution que je dépose afin d'encourager le gouvernement à faciliter l'accès des victimes de la dépakine au dispositif d'indemnisation censé leur venir en aide. Si les souffrances des victimes ne peuvent être effacées, j'en appelle à la sagesse du gouvernement. De plus, il est essentiel de prendre en considération le risque financier très important que couvre ce dispositif d'indemnisation. Selon la littérature scientifique, le nombre de victimes potentielles serait jusqu'à 3 fois supérieur aux hypothèses initiales. Autrement dit, le montant des crédits prévus aujourd'hui sera probablement largement insuffisant au regard des montants qui pourraient être accordés aux victimes. Or, Sanofi ayant refusé de reconnaître sa part de responsabilité dans les préjudices subis par les victimes, c'est à l'ONIAM que reviendra d'assumer l'intégralité de l'indemnisation en première intention, avant éventuellement de se retourner vers Sanofi pour obtenir un éventuel remboursement de sa part, ce qui impliquera aussi des frais supplémentaires à la charge de la solidarité nationale. Le jeudi 8 novembre 2018, dans le cadre de l'examen de la mission santé du projet de loi de finances 2019, a été adopté ici, de manière transpartisane, de justesse certes, mon amendement visant à obtenir un
rapport du gouvernement sur la soutenabilité pour les finances publiques du dispositif d'indemnisation prévu pour les victimes de l'exposition au valproate de sodium ou d'un de ses dérivés type d'épakine in utero par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux. Au-delà d'un état des lieux sur la procédure, sur ces retards et ces difficultés, j'appelle de mes vœux dans un deuxième axe l'adéquation des moyens budgétaires au regard de l'enjeu d'indemnisation budgétaire qu'un pays comme la France doit rendre à ses citoyens victimes. Le 22 novembre 2017, la Cour d'appel d'Orléans a obligé Sanofi à indemniser une famille à hauteur de 2 millions d'euros et l'assurance maladie à hauteur de 1 million. C'est dire à quel point le montant de 77 millions budgété pour 2019 est probablement très insuffisant. À travers cette proposition de résolution, j'invite donc logiquement le gouvernement à réévaluer totalement la budgétisation du dispositif. Enfin, dans un troisième axe, et le dernier, je sollicite que le gouvernement, je termine Madame la Présidente, que le gouvernement s'approprie les conclusions du rapport prévu pour le 1er septembre prochain pour présenter des pistes de réforme du dispositif d'indemnisation. Je vous remercie. Merci Madame la rapporteure spéciale. La parole est à Monsieur Éric Woerth, président de la Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire. Merci Madame la Présidente. Oui, c'est une résolution importante, très différente des précédentes, mais c'est l'exercice qui veut ça. Notre rapporteur, Madame Louwagie, combat sur ce sujet depuis maintenant du temps, et c'est une bonne chose. Ça pose toute une série de questions, ce qui est l'évaluation de nos politiques publiques dans le domaine de la réparation des accidents de cette nature. La création de l'ONIAM permet d'y répondre, mais on voit bien qu'elle est tout à fait incomplète. Je note deux choses. La barrière à l'entrée, et ce n'est pas uniquement des cas de cette nature, il y a d'autres cas pour d'autres raisons. Barrière à l'entrée, visiblement presque probablement faite pour cela, pour éviter aussi sans doute qu'il y ait des erreurs, mais enfin ça ne profite pas aux victimes, c'est le moins qu'on puisse dire. Et ces victimes, elles n'ont pas le temps. Elles n'ont pas le temps ni de l'administration, ni du laboratoire en cause. Donc c'était très important de le dire. Donc il faut lever ces barrières à l'entrée. Et puis il faut lever aussi ce risque financier, alors cette fois-ci du côté de l'État, qui est très important, vous l'avez dit. On cite des chiffres évidemment bien plus importants que les 78 millions pour dédommager, si le terme est bon, indemniser en tout cas les victimes. C'est un chiffre, ces 78 millions, qui d'ailleurs n'est pas consommé, vous l'avez dit, très faiblement consommé à cause des premières barrières à l'entrée. Alors il y aura, le gouvernement doit remettre, Madame la Ministre, un rapport sur ce sujet au mois de septembre 2019, donc très bientôt, ce qui nous permettra, j'imagine, et je l'espère en tout cas, d'avancer sur ce sujet. Cette résolution, c'est à la fois de l'évaluation, mais c'est aussi un appel au secours. Merci, Monsieur le Président. La parole est à Monsieur Joël Giraud, rapporteur général de la Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire. Monsieur le rapporteur général. Merci Madame la Présidente, Madame la Ministre, Monsieur le Président de la Commission des finances, Madame la rapporteure spéciale. Écoutez, je tiens d'abord moi, à remercier notre collègue Véronique Louwagie d'avoir rédigé cette proposition de résolution sur ce sujet qui est important, essentiel, l'indemnisation des victimes de la dépakine. Moi, je voulais souligner également la très grande qualité du travail qui a été effectué, ce qui ne m'étonne pas forcément eu égard aux qualités de son auteur. Mais si le sujet, effectivement, Monsieur le Président, est différent des sujets précédents, pour autant, la méthode qu'elle a suivie rejoint celle qui est préconisée par la précédente proposition de résolution, puisque la rapporteure spéciale a travaillé de manière ciblée sur le dispositif d'indemnisation, donc à l'automne dernier dans le cadre de son RS. Elle s'est appuyée sur des analyses existantes comme celle de la Cour des comptes pour mettre en exergue des points d'alerte. Ces travaux ont abouti à l'adoption d'une disposition de loi de finances prévoyant la remise du rapport au Parlement le 1er septembre. Et la sous-consommation des crédits qui ont été alloués en 2018 confirme que des améliorations doivent être vraiment apportées. Alors j'espère simplement que ce rapport permettra de dégager des pistes pour que l'indemnisation des victimes se fasse cette fois conformément à la volonté du législateur. Je ne suis pas en mesure de formuler des avis sur des propositions aussi précises que celle de fusionner le collège d'experts et le comité d'indemnisation, mais compte tenu des éléments qui sont présentés par la rapporteure spéciale et par la Cour, il est opportun en tout cas de simplifier ce dispositif. Quant à la proposition de réévaluer les crédits qui lui sont consacrés, on ne peut être que favorable au renforcement de la sincérité du budget de la mission santé. Depuis que je suis rapporteur, j'ai toujours insisté sur ce sujet de la vérité des prix et je ne dérogerai pas à la règle aujourd'hui. Je peux constater des efforts
efforts qui ont été entrepris par le gouvernement en ce sens, mais la proposition de résolution qui nous est soumise nous incite à aller encore plus loin et c'est une très bonne chose. Je souhaite donc sans réserve cette proposition de résolution. Il sera toujours temps de voir au moment des conclusions la façon très concrète que pourra prendre la simplification de la procédure. Je vous remercie. Merci, monsieur le rapporteur général. Nous entamons la discussion générale. La parole est à madame Valérie Zamalgra pour le groupe Les Républicains. Merci Madame la Présidente. Madame la Ministre, Monsieur le Président de la Commission des Finances, Madame et Messieurs les rapporteurs, le valproate de sodium ou dépakine est commercialisé en France depuis 1967. Ce traitement contre l'épilepsie est un des épisodes et les épisodes maniaques des troubles bipolaires, est aussi un tératogène puissant. Il est à l'origine de malformations chez les enfants exposés pendant la grossesse dans plus de 10% des cas et de troubles neurodéveloppementaux dans plus d'un cas sur 3. Un tiers de ces enfants présentent en effet des retards dans l'acquisition de la marche et ou de la parole, des difficultés d'élocution et de langage, des troubles de la mémoire et des capacités intellectuelles plus faibles que ceux des autres enfants. Chez les enfants exposés à la dépakine, le risque d'autisme infantile est 5 fois plus important et la prévalence des pathologies appartenant au spectre de l'autisme est 3 fois plus importante. Arrivé à l'âge de 6 ans, il présente un quotient intellectuel en moyenne 7 à 10 points inférieur à celui des enfants exposés à d'autres antiépileptiques pendant la grossesse. Ces conséquences dramatiques ont affecté de nombreuses familles. Le risque est connu depuis 1986. L'exposition à la dépakine est restée élevée chez les femmes enceintes ou susceptibles de le devenir, faute bien souvent d'alternatives. L'Agence européenne du médicament a en effet confirmé la nécessité de maintenir ces médicaments à disposition pour les femmes enceintes ou en âge de procréer, mais uniquement en cas d'intolérance ou d'échec aux autres traitements disponibles. Environ 70 000 femmes en âge de procréer recouraient encore à ce traitement en 2007 et en 2016, 50 000 femmes étaient encore concernées. Il faut attendre 2015 pour que des restrictions dans la prescription de la dépakine soient décidées en juillet 2017 pour que l'Agence nationale de sécurité du médicament décide de le contre-indiquer chez les femmes dans le traitement des épisodes maniaques des troubles bipolaires. On estime que depuis 1967, entre 2150 et 4100 enfants ont été atteints d'une malformation congénitale majeure en France, d'une exposition à la dépakine pendant la grossesse. Face à cette réalité d'une particulière gravité, un fonds d'indemnisation des victimes a été mis en place par l'article 150 de la loi de finances pour 2017. Cette disposition a été adoptée à l'unanimité par cette Assemblée. Il est en effet du devoir de la solidarité nationale d'intervenir pour indemniser ces familles devant assumer les conséquences lourdes des malformations et des troubles neurodéveloppementaux. Néanmoins, ce fonds d'indemnisation s'avère trop complexe dans sa mise en œuvre. Le dispositif confié à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux requiert l'examen des dossiers par 2 instances de décision. Les pièces justificatives demandées sont nombreuses, ce qui amène les familles à devoir avoir recours à un avocat. Cette procédure s'avère trop lourde et peut s'avérer coûteuse pour les victimes. Ces coûts peuvent ainsi apparaître dissuasifs pour les familles. Il est en effet à remarquer que la plupart des personnes ayant été exposées à la dépakine, qui sont souvent couvertes par la CMU, ce qui est important pour le reste de la population. En conséquence, comme nous l'indique notre collègue Véronique Louwagie, au 30 avril 2019, sur 1655 demandes d'indemnisation déposées, le comité d'indemnisation de l'ONIAM a rendu seulement 31 avis, dont 15 notifiés aux familles et 2 acceptés par celles-ci. Ainsi, seulement 2 procédures d'indemnisation ont abouti sur des milliers de cas possibles. Le nombre de demandes d'indemnisation déposées semble également indiquer un faible taux de recours à ce dispositif d'indemnisation par les familles victimes du valproate de sodium. Cette situation n'est pas acceptable au regard de l'enjeu.
Ces familles, lourdement affectées par les conséquences de l'utilisation de la dépakine, ont droit à réparation et à la solidarité nationale qui doit jouer à plein. Force est de constater que le dispositif prévu pour l'indemnisation de ces victimes ne leur permet pas pleinement de faire valoir leurs droits. Il est donc nécessaire de simplifier le dispositif d'indemnisation des victimes de la dépakine et de ses dérivés. Nous remercions notre collègue Véronique Louwagie d'avoir proposé cette résolution particulièrement pertinente à l'examen de notre Assemblée. Cette proposition de résolution répond à des attentes fortes pour des milliers de familles qui espèrent une meilleure réponse de la part des pouvoirs publics aux graves difficultés qu'elles rencontrent du fait de l'exposition à ce puissant tératogène. Le groupe Les Républicains vous invite donc à l'adopter. Gageons que cette Assemblée saura une nouvelle fois faire preuve d'unanimité sur un sujet aussi grave. Je vous remercie. Merci Madame la députée. La parole est à Madame Nathalie Elimas du Mouvement démocrate et apparenté. Merci Madame la Présidente, Madame la Ministre, Monsieur le Président de la Commission des Finances, Madame et Monsieur les rapporteurs, chers collègues. Je tiens tout d'abord à saluer le dispositif du printemps de l'évaluation mis en place sous cette législature, notamment sous l'impulsion de mon collègue Jean-Noël Barrot, et qui prend pour la première fois cette année toute son ampleur. Il s'agit d'un renforcement sans précédent de l'évaluation des politiques publiques de l'Assemblée nationale, alors que la loi de règlement, texte très technique, faisait auparavant l'objet d'un examen rapide en fin d'année. Le printemps de l'évaluation permet désormais une évaluation approfondie des mesures votées en loi de finances. En tant que membre de la Commission des affaires sociales et porte-parole du groupe MoDem sur le PLFSS, je me réjouis que cet exercice s'applique également depuis cette année au budget de la sécurité sociale. Il est en effet essentiel, en tant qu'élus de la Nation, que nous puissions disposer d'une évaluation a posteriori des mesures que nous avons votées lors du budget, en connaître l'impact, en contrôler l'application et, le cas échéant, prévoir des mesures correctrices dans le prochain projet de budget. Nous devons également à nos concitoyens des explications claires et précises sur la mise en œuvre des crédits du budget de l'État et de la sécurité sociale. Il s'agit d'une solution pour répondre à la crise de confiance que notre pays traverse actuellement, afin que les Françaises et les Français puissent mesurer très concrètement l'utilisation qui est faite des deniers publics, constater l'effet des politiques sur leur quotidien et s'assurer que tout sera mis en œuvre pour que les lois soient correctement appliquées. C'est précisément l'enjeu de la proposition de résolution que nous examinons aujourd'hui. Rappelons tout d'abord que la dépakine, qui contient du valproate de sodium, est un médicament du laboratoire Sanofi, principalement utilisé dans le traitement de l'épilepsie et commercialisé depuis 1967. Plusieurs études ont montré dès les années 80 que sa consommation au cours de la grossesse entraînait un risque de malformation fœtale élevé et un risque de retard de développement chez les enfants exposés in utero. Ce médicament a ensuite été interdit à toutes les femmes en âge de procréer par l'ANSM depuis juin 2018. Toutefois, de nombreuses victimes sont à déplorer. Plusieurs estimations ont été réalisées. La CNAM et l'ANSM estiment qu'entre 1967 et 2016, l'exposition au valproate de sodium pendant la grossesse aurait conduit entre 2150 et 4100 enfants à développer une malformation majeure. En outre, entre 16 600 et 30 400 enfants auraient été atteints de troubles mentaux et du comportement sur la même période. Dès lors, il était nécessaire que ces victimes puissent être indemnisées à hauteur du préjudice subi. C'est pourquoi, le 15 novembre 2016, l'Assemblée nationale a voté à l'unanimité la création d'un fonds d'indemnisation pour les victimes de la dépakine, afin qu'elles puissent prétendre à une réparation amiable dans un délai beaucoup plus court qu'une procédure judiciaire classique. Cependant, un retard important a été pris, notamment dû à la complexité de la procédure. Au 30 avril dernier, sur les 1655 demandes d'indemnisation déposées, le comité d'indemnisation de l'ONIAM a rendu seulement 31 avis, dont 15 seulement notifiés aux familles et 2 acceptés par celles-ci. En conséquence, alors que près de 78 millions d'euros avaient été prévus en loi de finances initiale pour 2018, seuls 16 millions d'euros ont été versés à l'ONIAM, tandis que 34 millions d'euros ont été reportés sur l'année 2019. Les crédits existent. Nous devons donc nous assurer qu'ils soient versés aux victimes dans les meilleurs délais.
Pour cela, il est essentiel que la procédure soit simplifiée, tout en s'assurant qu'il n'y aura pas de dérapage budgétaire, notamment en raison des risques financiers pesant sur le NIAM. C'est pourquoi, sous les réserves énoncées, notre groupe, le groupe MODEM, soutiendra cette proposition de résolution. Je vous remercie. Merci Madame la députée. La parole est à Madame Christine Pires-Beaune du groupe socialiste et apparenté. Madame la Présidente, Madame la Ministre, Monsieur le Président de la Commission des Finances, Monsieur le rapporteur général, Madame la rapporteure spéciale, Mesdames, Messieurs, chers collègues. L'acide valproïque, le composé actif de la dépakine, a reçu l'autorisation de mise sur le marché en 1967. En 1980, déjà étaient dénoncés les risques induits par cette molécule lors de grossesse en raison de conséquences graves sur le fœtus. Il a toutefois fallu attendre 2015 pour que l'Agence nationale de sécurité du médicament informe les professionnels de santé quant à de nouvelles conditions de prescription. Ce n'est qu'en 2017, soit 50 ans après le début de la commercialisation de la dépakine, que l'étiquetage de boîtes de médicaments indique explicitement qu'il est interdit d'en consommer pendant la grossesse. Ce sont au total plus de 14 000 femmes qui ont été exposées à cette molécule, ne serait-ce qu'entre 2007 et 2014. Entre 1967 et 2016, cette molécule est à l'origine de malformations chez près de 4 100 enfants et de troubles du développement chez 16 000 à 3 400 enfants. L'Agence nationale de sécurité du médicament a posé son diagnostic en 2015. La molécule augmenterait de 30 à 40% le risque de retard dans la marche et l'acquisition de la parole, entraînerait des troubles de mémoire ainsi qu'une réduction des capacités intellectuelles des enfants. Il s'agit là évidemment d'un drame familial terrible pour les familles concernées. Mais il s'agit aussi d'un drame sanitaire causé par les laboratoires, les neurologues qui ont continué de prescrire de la dépakine pendant des grossesses, la NSM et les pouvoirs publics dont la réaction fut à la fois trop lente et trop faible. C'est pour ces raisons que l'article 150 de la loi de finances pour 2017 portait création d'un dispositif d'indemnisation des victimes directes et indirectes. Toutefois, ce dispositif, s'il est le bienvenu, connaît de nombreuses insuffisances et des difficultés. Cela nuit aux victimes de la dépakine qui connaissent de lourdes difficultés d'indemnisation, d'où votre proposition. En effet, les démarches sont lourdes et longues, en ce qu'il est nécessaire de passer successivement par deux instances. D'abord, un collège d'experts qui constate l'imputabilité des dommages au valproate de sodium, puis par un comité d'indemnisation qui, lui, va déterminer les causes, les conséquences et les responsabilités de chacun des acteurs sur les dommages subis, afin de permettre qu'une offre d'indemnisation soit faite. Cette procédure est effectivement complexe, peut nécessiter la présence d'un avocat, donc coûteuse. Ça a un coût pour les victimes, alors même qu'elles souffrent de pathologies et qu'elles réclament une indemnisation de leur préjudice. De plus, et je pense qu'on peut le dire ici, l'industrie pharmaceutique fait œuvre d'un véritable déni qui, en plus d'être indigne et irresponsable, a un coût conséquent pour nos finances publiques. En effet, le laboratoire Sanofi a refusé de reconnaître toute responsabilité dans le préjudice subi par les victimes. En présence d'un tel entêtement qui manifeste une totale irresponsabilité de la part de ce laboratoire, les victimes devront être indemnisées par des fonds publics. Il reviendra ensuite au ministère de la Santé de saisir la justice pour exiger que ce laboratoire paye sa part. Ce sera donc à l'ONIAM d'indemniser intégralement les victimes en attendant le remboursement par le laboratoire ainsi exigé par la justice. Ainsi, un certain délai devra s'écouler entre le versement de l'indemnisation et le remboursement par le laboratoire. Il reviendra alors à la solidarité nationale de fournir un effort encore plus rigoureux pendant un certain temps. Cela est intolérable et intenable pour nos finances publiques. En effet, il s'agit là d'un coût non budgété pour ces dernières. C'est précisément parce que nous sommes en présence d'un véritable scandale sanitaire que pendant trop longtemps tous les acteurs ont été dans l'irresponsabilité la plus totale, qu'un dispositif d'indemnisation se devait d'être instauré. Mais plus que cela,
Dans l'intérêt des victimes, il doit être efficace. Or, il est urgent de revoir ce mécanisme puisqu'il repose sur un mode de règlement à l'amiable, alors même que le laboratoire fait tout pour repousser l'indemnisation au point qu'il faille systématiquement passer par la justice. De plus, son mode de fonctionnement est trop lourd, trop complexe, trop coûteux, vous l'avez démontré, pour les victimes. Pour toutes ces raisons, vous l'aurez compris, les députés socialistes et apparentés voteront cette proposition de résolution et tous ceux qui m'ont précédé ont l'air de vouloir aller dans le même sens. Je m'en réjouis. Je vous remercie. Merci Madame la députée. La parole est à Monsieur Michel Castellane du groupe Liberté et Territoires. Merci Madame. Merci Madame. Madame la ministre, Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur général, Madame la rapporteure spéciale, mes chers collègues, les victimes de la dépakine se comptent par milliers. 6 250, c'est le nombre d'enfants ayant subi des malformations congénitales majeures à cause de ce médicament et de ses dérivés. Le chiffre date de 2017 et d'une étude de l'Agence française du médicament et de l'assurance maladie, mais il pourrait, on le sait bien, être plus important à la lumière de la littérature scientifique qui estime que le nombre de victimes potentielles serait jusqu'à 3 fois supérieur aux hypothèses initiales. De 1967 à 2016, pendant sa commercialisation, ce médicament en effet a été prescrit à plusieurs dizaines de milliers de femmes enceintes, persuadées qu'elles préservaient ainsi la santé de leur enfant. Elles ont finalement dû s'adapter pour compenser les conséquences de la dépakine sur leur quotidien. Ces victimes doivent être indemnisées au plus vite. C'est pourquoi nous soutenons l'invitation faite au gouvernement, formulée par cette proposition de résolution, de simplifier le dispositif d'indemnisation. Il faut rendre ce système plus efficace. Seules 1655 demandes ont été déposées. Le comité d'indemnisation de l'ONIAM a rendu seulement 31 avis en ce qui concerne ces demandes et le ratio diminue encore lorsqu'on regarde le nombre de familles notifiées. Elles ne sont que 15. Pour terminer, un dernier chiffre symbolise le dysfonctionnement de ce mécanisme. 2 familles seulement ont accepté l'indemnisation, 2 familles pour des milliers de vies pour le verser. Il faut aussi que ce dispositif soit plus exact d'un point de vue budgétaire. De ce faible nombre d'indemnisés résulte une réalité comptable assez inquiétante. La budgétisation initiale de 424 millions d'euros sur la période 2018-2023 est basée sur des estimations basses du nombre de victimes potentielles. En 2018, sur les 78 millions d'euros prévus en loi des finances initiale, seuls 16 millions ont été utilisés par l'ONIAM. À nos yeux, la compensation financière est un premier pas, mais elle doit s'accompagner d'une compensation morale. Cela passe par la reconnaissance de l'ensemble des victimes de la dépakine et de ses dérivés. Pour y parvenir, il faut que les responsables de ce drame médical reconnaissent leur implication. Je pense au laboratoire Sanofi qui a commercialisé la dépakine. À ce sujet, les premiers avis rendus par l'ONIAM en janvier 2019 sont inquiétants. Sanofi a en effet annoncé son refus de reconnaître sa part de responsabilité dans les préjudices subis par les victimes et par là même de contribuer à leur indemnisation. Cela fait courir un risque à l'État, car l'ONIAM s'apprête à proposer l'intégralité de l'indemnisation en première intention avant de revenir vers Sanofi pour obtenir un éventuel remboursement. Vous l'aurez compris, cela implique la dépense de frais supplémentaires à la charge de la solidarité nationale et ce coût n'a pas été budgété à l'origine. Par le passé, nous avons déjà adapté le budget afin d'assurer l'indemnisation de ces milliers de victimes de la dépakine. Pour assurer le dispositif d'indemnisation mis en place par l'article 150 de la loi des finances pour 2017, 10 millions d'euros ont d'abord été prévus. Par la suite, ce chiffre a largement été rehaussé, 77,7 millions ont ainsi été programmés pour 2018. Nous soutenons à ce sujet la proposition de résolution que nous examinons aujourd'hui, en ce qu'elle souhaite que la budgétisation complète du dispositif soit réévaluée à la lumière des éléments nouveaux présentés. Pour accompagner au mieux ces victimes, il faut à tout prix leur faciliter l'accès à ce dispositif d'indemnisation. Nous serons particulièrement attentifs au rapport du gouvernement sur la soutenabilité du dispositif d'indemnisation et sur sa gestion depuis son entrée en vigueur, répondant ainsi à une disposition votée à l'article 263 de la loi des finances initiales pour 2019. Au regard de l'ensemble des arguments avancés ici, au groupe Libertés et Territoires, nous sommes favorables à cette proposition de résolution. Je vous remercie. Merci, Monsieur le député. La parole est à Monsieur François Ruffin de la France Insoumise.
Je tiens d'abord à saluer l'obstination de notre collègue Véronique Louwagie. Avec la Dépakine, 100 fois sur le métier, elle remet son ouvrage parlementaire et nous voterons sa résolution. Je voudrais saluer surtout la combattante de cette cause qui a sorti les victimes du silence, de l'oubli. Marine Martin, la présidente de la PESAC. Vous l'avez citée, Madame Louwagie. Quand je la rencontre, je me demande comment fait-elle ? Comment fait-elle avec sa propre maladie, l'épilepsie, ses 2 enfants autistes? Comment fait-elle pour, en plus, diriger son association? Comment fait-elle pour courir les conférences de presse, pour intervenir dans les assemblées générales d'actionnaires, pour écumer les couloirs du Parlement? Comment fait-elle aussi, surtout, pour ne pas se laisser endormir, menacer, racheter par 100 bouches ministérielles, officielles, industrielles, qui lui murmurent ou qui lui grondent que tout va bien, que tout va s'arranger? Où trouve-t-elle cette énergie? Je la croise en pointillé, nous sommes toujours pressés, elle comme moi, et la première fois que je l'ai rencontrée, je lui ai demandé « Mais depuis quand Sanofi sait ?» Elle m'a dit « Pour l'autisme, je me suis procuré les données internes à Sanofi, ça les a beaucoup mis en colère. Dès les années 80, ils savent parfaitement, ils savent que ça engendre des cas d'autisme. C'est le premier scandale. Au passé, Sanofi savait. Durant 30 ans, Sanofi savait. Sanofi savait pour les patients, mais Sanofi savait aussi pour les salariés de ces usines, et Sanofi savait également pour les voisins de ces usines. Ce scandale en cache un deuxième. Au présent, Sanofi refuse de payer. Au printemps dernier, l'Agence nationale du médicament et la CNAM ont rendu une étude. Entre 16 000 et 30 000 enfants seraient atteints de troubles neurodéveloppementaux précoces parce que leur mère, enceinte, a continué à prendre la Dépakine. Des scientifiques ayant délivré leur verdict, que fait alors Sanofi? Son mea culpa? L'industriel provisionne des milliards pour indemniser les familles? Aucunement. Dans un communiqué, le groupe refuse de payer et, je cite, conteste fermement les estimations mentionnées dans le rapport. Dans le cas de Camille, qui présente un syndrome, je cite, malformatif général, anomalie des membres supérieurs et microphthalmie en particulier, Sanofi est condamné par la justice. Que décide la firme? De faire appel. Et quand la Cour d'appel d'Orléans, à son tour, confirme le jugement, condamne à 3 millions de dommages et intérêts, notant, je cite, que le produit n'offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre, que fait le laboratoire? Il se pourvoit en cassation. Fermons les yeux. Imaginons cette horreur, que vous, que moi, un jour, en voiture, renversions un enfant, qu'il en garde des séquelles, à vie, handicapé, traumatisé. Rien que d'y songer, j'en tremble. Comment vivre avec ce drame, avec cette ombre au cœur? Je ferai tout alors, et je suis convaincu que vous aussi, tout mon possible pour réparer le peu qui soit réparable, pour guérir de ma honte, avec un chèque si besoin. Eux, sur leur conscience, mais quelle conscience, en ont des milliers, des dizaines de milliers de bébés, d'enfants handicapés, traumatisés, avec des séquelles à vie, des dysmorphies faciales, des malformations des membres, des problèmes cardiaques. À genoux, on devrait les voir, à genoux devant Marine, à genoux devant Camille, à genoux et mendiant leur pardon. À la place de cette supplique, ils biaisent, ils rusent avec des avocats et du blabla, ils fuient leur culpabilité. Ce sont des psychopathes, des lits de fuite, des psychopathes du profit. On devrait les trouver en garde à vue, mais à la place, où les trouve-t-on? Dans les palais de la République. Dans les salons de l'Élysée, où Serge Weinberg assiste à l'intronisation du président. Dans les salons de l'Élysée, toujours, où le Dolder, le lobby de l'industrie pharmaceutique, Olivier Brandicourt et Sanofi en tête, ont tenu leurs assises. Sanofi perçoit toujours, chaque année, des centaines de millions de crédits impôt recherche, quand bien même ils la détruisent leur recherche, et des centaines de millions de crédits impôt compétitivité emploi, quand bien même ils en détruisent des emplois. Et la ministre de la Santé, ça me paraît, moi, le sommet de l'hypocrisie, assiste en février dernier à une réunion de la fondation Sanofi Espoir, qui prétend, je cite un article, « L'entreprise pharmaceutique s'organise pour aider les personnes les plus vulnérables ». Mesurons-nous la honte? Ces voyous voudraient qu'on leur délivre en plus des certificats de bienfaisance, se faire passer pour une association caritative, mais qu'ils payent déjà, qu'ils payent pour leurs propres dégâts. Alors tant qu'ils fuient leurs responsabilités, tant qu'ils ne réclament pas le pardon à leurs victimes, tant qu'ils font payer leurs crimes par l'État, par vous, par moi, par les Français, nous devrions les bannir de nos carnets d'adresses,
les bannir de toute cérémonie officielle, les bannir des fonds publics. Et voilà le troisième scandale, c'est la complicité de l'État. Merci, monsieur le député. La parole est à monsieur Pierre Dharréville, de la Gauche démocrate et républicaine. Madame la Présidente, Madame la Ministre, chers et chers collègues, le valproate de sodium est la substance active de la dépakine, commercialisée en 1967 par le laboratoire Sanofi pour soigner principalement des troubles neurologiques et notamment l'épilepsie. Des milliers d'enfants exposés in utero seraient atteints d'au moins une malformation majeure, de retard intellectuel et d'autisme, autant de vies ébréchées. Or, dès le milieu des années 80, l'IGAS alertait sur les risques d'autisme. Il faudra pourtant attendre 2016 pour que ce médicament soit formellement interdit aux femmes enceintes. L'Association de défense des victimes de la dépakine a entrepris sa première action de groupe contre Sanofi en octobre 2017. En appel, Sanofi a été condamné à verser 2 millions d'euros à la famille d'une victime et 1 million d'euros à la caisse primaire d'assurance maladie. Pour les autres victimes, la seule possibilité de percevoir une indemnisation passe par le fonds mis en place par le ministère de la Santé en 2017. Cette résolution s'inquiète donc de la faible mobilisation de ce dispositif au regard de l'ampleur des dégâts supposés. Ce n'est pas une anomalie budgétaire qu'il convient de réparer, c'est un défaut de justice. Or, il est essentiel que des gestes de réparation soient produits, non seulement dans l'intérêt des victimes, mais aussi pour que l'ensemble des acteurs du médicament soient appelés à s'entourer des garanties suffisantes, sans retard, dans l'ensemble de leurs activités. Il est donc inenvisageable de laisser ce fonds dysfonctionner. On ne peut donc qu'approuver toute mesure visant à simplifier la procédure, puisque les liens de cause à effet ont été établis. Fusionner les deux instances d'instruction du dossier peut être un début de solution, à condition toutefois qu'il y ait l'assurance que les dossiers soient rapidement mais sérieusement examinés sans contestation possible. La proposition de résolution évoque aussi la complexité des dossiers à constituer, complexité telle que le recours à un avocat à la charge des victimes est souvent devenu nécessaire. Il est dommage que la présente proposition de résolution n'ait pas émis des recommandations visant à simplifier les démarches des victimes, mais la présentation d'un rapport par le gouvernement au Parlement que vous évoquez, Madame la rapporteure spéciale, au Parlement en septembre prochain, sera l'occasion d'une telle démarche. Je dois dire que cela interroge au-delà sur la nécessité de déployer une démarche plus proactive, allant chercher les possibles ayants droit. Enfin, la présente proposition demande que le budget soit réévalué car Sanofi refuse toujours obstinément de répondre de sa part de responsabilité et fait par conséquent peser l'ensemble des coûts de l'indemnisation sur les finances publiques et donc sur les contribuables. Sachant que Sanofi aurait versé près de 3,5 milliards d'euros de dividendes en 2017, ce ne sont donc pas les ressources qui font défaut à Sanofi. À ce stade, on s'interroge donc sur le retard pris par la puissance publique à se retourner contre le fabricant. Les grands groupes pharmaceutiques représentent aujourd'hui une véritable puissance et de par leur position, jouent un rôle exorbitant et indu dans le déploiement des politiques de santé. C'est cela que vient à nouveau questionner cette situation, soulignant à nouveau la nécessité d'avancer vers un pôle public du médicament. S'il le fallait, les pénuries répétées viennent remettre ce sujet sur la table pour que nous ne soyons pas dépendants des laboratoires privés, de leurs actionnaires et des logiques financières qui prévalent pour eux. En l'espèce, l'État a les moyens de contraindre le laboratoire Sanofi à indemniser les victimes. Il l'a fait d'ailleurs avec Servier dans le cadre du Mediator. En effet, en 2011, une procédure spéciale pour les patients victimes du Mediator a été créée au sein de l'ONIAM. Le laboratoire Servier refusait alors tous les dossiers. En 2016, une loi obligeant le réexamen des dossiers rejetés a été votée. Aujourd'hui, les personnes souffrant d'atteintes les plus graves ont enfin obtenu une indemnisation grâce à des décrets votés par l'État pour obliger le laboratoire à proposer des niveaux d'indemnisation à la hauteur du préjudice subi. D'autant que si la victime n'est pas satisfaite, elle peut demander toujours à l'ONIAM de répondre correctement à ce préjudice.
Celui-ci se retournera alors contre le laboratoire pour être remboursé avec une pénalité de 30%. Servier a donc eu tout intérêt à faire d'emblée une offre décente. Peut-être est-ce aussi cette voie que cette résolution appelle pour envisager enfin que les victimes et leurs familles soient enfin traitées à hauteur du préjudice subi. En tout état de cause, en aucun cas, il ne s'agit d'en rabattre. Nous voterons cette résolution. Merci, monsieur le député. La parole est à monsieur Jean-François Mbaye pour le groupe La République En Marche. Madame la Présidente, Madame la Ministre, Monsieur le Président de la Commission des Finances, Madame la rapporteure spéciale, Monsieur le rapporteur général, avant d'être investi du mandat me permettant de m'exprimer depuis cette tribune, mes compétences juridiques étaient mises au service de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux. C'est donc avec un sentiment particulier que je prends aujourd'hui la parole devant vous pour discuter de cette proposition de résolution relative à la simplification du dispositif d'indemnisation des victimes du valproate de sodium et ses dérivés, déposée par notre collègue Véronique Louwagie. Le valproate de sodium, antiépileptique plus connu sous le nom commercial de Dépakine, est à l'origine d'une des plus importantes crises sanitaires de ces dernières décennies. L'Agence nationale de sécurité du médicament estime entre 18 000 et 34 000 le nombre de victimes directes d'une exposition in utero à ce produit ou à l'un de ses dérivés. Des victimes atteintes de graves séquelles, vous l'avez rappelé, mes collègues qui se sont succédés, de graves séquelles physiques, mentales ou comportementales. À leur côté, des proches, eux aussi affectés et meurtris. Car les pages d'un drame s'écrivent trop souvent à quatre mains. Des dizaines de milliers de victimes donc, et pourtant, à peine plus de 1500 demandes déposées auprès de l'ONIAM chargées de l'exécution d'une procédure d'indemnisation à l'amiable garantie par la solidarité nationale. Cet écart interpelle d'autant plus que l'ONIAM lui-même avait estimé en 2016 qu'environ 10 300 personnes verraient leur préjudice indemnisé. Un chiffre surévalué donc, mais qui ne constitue pas une fin en soi. La seule fin que doit poursuivre ici la solidarité nationale, c'est d'indemniser avec justesse celles et ceux qu'elle s'est engagée à protéger. Je ne doute pas, pour ma part, je ne doute pas aucunement de l'engagement pris par Madame la Ministre de mettre en œuvre les moyens nécessaires afin de retrouver les victimes potentielles du valproate de sodium et me félicite de toutes les démarches entreprises en ce sens, ainsi que de celles qui seront prises à l'avenir. Autre point soulevé par la résolution de notre collègue, la lenteur des procédures conduisant à l'indemnisation effective des victimes. Si des améliorations sont toujours possibles, il ne s'agit pas de négliger la complexité de la tâche incombant d'une part au comité d'experts et d'autre part au comité d'évaluation qui ont mené à bien la mission qui était la leur dans les avis déjà rendus. Au-delà de la difficulté intrinsèque à tout processus d'expertise médicale, nous parlons ici de situations extrêmement diverses, dont certaines peuvent remonter jusqu'aux années 1960. Cette complexité et les enjeux en présence nous interdisent de confondre vitesse et précipitation. Mon opinion rejoint donc celle de notre rapporteure spéciale, Madame Louwagie, s'agissant de la nécessité d'optimiser le traitement des dossiers, à condition que cette optimisation résulte là aussi d'un processus de réflexion animé par la volonté de ne pas sacrifier la pertinence sur l'autel de la célérité. J'aimerais revenir 2 secondes sur la décision du laboratoire Sanofi de ne pas contribuer à l'indemnisation amiable des victimes l'incriminant. Je me félicite et je suis même fier de la réponse apportée par la ministre et par l'ONIAM qui saisira les juridictions à chaque refus du laboratoire de donner suite aux avis d'indemnisation. Si la solidarité nationale doit tout égard aux victimes, elle n'a en revanche pas vocation à se substituer indéfiniment à des intérêts privés. Je mentionnais précédemment l'importance de la justesse avec laquelle l'indemnisation doit être appréciée. Je conclurai en soulignant avec non moins d'ardeur l'importance de la justesse avec laquelle les responsabilités doivent être assumées.
Le groupe La République En Marche se félicite de la proposition de résolution de notre collègue Véronique Louwagie et bien entendu, nous la soutiendrons. Je vous remercie. Merci, monsieur le député. La parole est à monsieur Jean Lassalle. Merci. Bien, merci beaucoup, Madame la Présidente, Madame la Ministre. Ah, c'est pas là même, messieurs les rapporteurs, Mesdames et Messieurs, mes chers collègues. Permettez-moi d'abord de dire à notre collègue, Madame la députée Véronique Louwagie, l'importance de son travail, l'abnégation, certainement, et le courage, la patience qu'il lui a fallu pour parvenir à aujourd'hui ce texte qui sera très largement voté. Si je peux me permettre, Madame, mais je n'ai rien à me permettre après tout, et en même temps je peux tout me permettre aussi, je vous félicite, parce que je crois que ça nous fait du bien à tous, les députés, de montrer que, effectivement, les députés dont le rôle est bien compris peuvent beaucoup et font beaucoup et sont de nature à réhabiliter notre image auprès de celles et ceux, en particulier de celles aujourd'hui, qui sont dans une souffrance qui, a priori, n'avait pas de limite. Et ce, d'autant plus que des décisions avaient déjà été prises et que des fonds ont même été mobilisés. Mais, je le disais tout à l'heure, je le redis, il aurait fallu reconstruire cet État pour que l'État soit l'outil à la disposition du président et des gouvernements successifs qui se sont succédés. Malheureusement, il n'en a rien été, mais heureusement, il y a des résistantes parmi nous dans laquelle je me permets de vous, voilà, de mettre votre nom. Donc je voterai bien entendu votre texte. J'ai, comme chacun d'entre nous, eu à connaître des victimes. Et quand on voit l'extrême souffrance, le désarroi que cela suscite auprès des leurs qui ne comprennent pas, eh bien, je suis fier de la suite qui a été donnée. J'avais proposé en son temps que l'on engage un audit sur tout ce qui concerne le pharmaceutique et les laboratoires, de façon ensuite à réorganiser, on aurait même pu le faire au niveau européen, un appel d'offres avec un descriptif précis de ce que nous attendons et un cahier des charges. Parce que je suis persuadé qu'effectivement, un très grand nombre de laboratoires, je ne dis pas tous, ne sont plus omnubilés aujourd'hui que par les bénéfices qu'ils peuvent faire et que ce qui a fait leur grandeur il n'y a pas si longtemps encore est totalement révolu et oublié. Donc, un calcul des experts m'avait permis de voir d'ailleurs que ça nous permettrait de faire 30 millions d'euros d'économie par an. Avouez que c'est pas peu de choses. Et nous serions sortis, et vous, Madame la Ministre, vous y étiez, avec les mains plus libres pour faire avancer des décisions qui ont déjà été prises. Je profite, Madame la Présidente, parce qu'aujourd'hui c'est dimanche pour moi. Je pense que depuis que j'ai été réélu, il y a maintenant 2 ans et quelques, je n'ai plus eu 3 tribunes en suivant. Moi qui avais été gâté dans le passé, puisque j'en avais eu plusieurs, les plus anciens, notamment Monsieur le rapporteur général s'en souvient, puisque nous avons été élus la même année avec le même enthousiasme que celui que vous partagez, les nouveaux venus. Mais nous avons pu résister à tous les décrassages. Nous avons vu partir 300 Chiraciens, nous avons vu partir 380 sarkozystes, nous avons vu passer moins de hollandistes, parce qu'ils s'étaient quand même un peu reconvertis pour quelques-uns.
Mais je voulais dire que j'ai le sentiment qu'on ne fait appel à moi que pour des débats de seconde zone. Or, il se trouve que ceux d'aujourd'hui sont très importants et je suis très heureux. Madame la Présidente, merci de m'avoir, je ne sais pas si vous qui avez décidé, de me donner 3 fois la parole. Je souhaite simplement qu'il en soit de même pour le journal Le Monde, pour France Télévisions, France Inter, BFM TV avec M. Bourdin, qui ne m'a pas vu depuis 3 ans et je lui manque beaucoup. Merci, Madame la Présidente, et à très bientôt. Merci, Monsieur le député. Monsieur Woerth, vous souhaitiez prendre la parole? Ah non, très bien. Excusez-moi, on m'avait transmis une mauvaise information. Madame la ministre, la discussion générale étant close, vous avez la parole. Madame la Présidente, Monsieur le Président de la Commission des Finances, Monsieur le rapporteur général, Madame la rapporteure spéciale, Mesdames et Messieurs les députés. Le sujet qui nous rassemble en cette fin d'après-midi est grave et complexe. Je remercie la rapporteure spéciale, Madame Véronique Louwagie, d'avoir consacré son rapport thématique à ce sujet, ainsi que tous les députés qui sont intervenus pendant la discussion générale. Comme vous, le gouvernement est très sensible à ce sujet. Cela a été rappelé dans des milliers de familles. Un enfant est né avec une malformation, un trouble du neurodéveloppement ou de spectre autistique, du fait d'une exposition au valproate de sodium pendant la grossesse. Et beaucoup de familles ne savent même pas qu'elles peuvent être indemnisées et que leur enfant a des troubles liés à la grossesse de leur mère. L'urgence, c'est donc que tous les enfants soient repérés et pris en charge et que toutes les familles soient indemnisées. La ministre des Solidarités et de la Santé a donné instruction aux services d'identifier toutes les femmes enceintes ayant pris de la dépakine pendant leur grossesse et figurant dans les bases de données de l'assurance maladie, afin qu'elles soient contactées de façon proactive et qu'elles puissent bénéficier d'une indemnisation. Le gouvernement a pleinement conscience de la gravité des dommages subis par les familles concernées. Ces familles n'ont pas été suffisamment informées des risques liés à la prise de la dépakine pendant leur grossesse. Ce qui compte désormais, c'est que les familles soient indemnisées aussi vite que possible et que personne ne perde sa chance pour l'être. Je souhaite rappeler à ce titre que la procédure est gratuite pour assurer son accès à toutes les victimes. Un dépliant d'informations présentant de manière simple le dispositif a été élaboré par les services du ministère. Il sera envoyé aux femmes concernées et identifiable par la Caisse nationale d'assurance maladie. Nous demanderons également aux médecins prescripteurs de délivrer une information sur le dispositif d'indemnisation. Je dirai à présent quelques mots sur le dysfonctionnement du dispositif dépakine que vous rapportez et qui sont au cœur de votre proposition de résolution. Le dispositif d'indemnisation des victimes de la dépakine mis en place en mai 2017 a nécessité un délai de mise en œuvre en raison de la complexité du sujet. Je pense à la fois à l'imputabilité des dommages à la prise de médicaments et à la détermination des responsabilités qui ont justifié, à l'époque, le fait de créer 2 instances distinctes. Un collège d'experts, composé majoritairement de médecins, est ainsi chargé de répondre à la première question, et un comité d'indemnisation, composé majoritairement de spécialistes du dommage corporel, est chargé de répondre à la seconde. Néanmoins, et c'est le sens des interventions précédentes, ce délai de mise en œuvre n'est pas compréhensible pour les victimes et il devient désormais impératif d'accélérer la procédure d'indemnisation et de l'améliorer au bénéfice des victimes. L'ensemble des institutions responsables du dispositif travaillent de concert pour identifier les voies et moyens d'améliorer l'efficacité du dispositif. Des progrès ont ainsi été faits concernant le délai de présentation des offres d'indemnisation par l'ONIAM en lien avec les caisses d'assurance maladie. L'ONIAM a par ailleurs défini des procédures de gestion visant à traiter de la manière la plus rapide et efficace possible les demandes déposées. Depuis le 30 avril 2019, l'instruction des dossiers s'est donc accélérée. Le 11 juin 2019, le comité d'indemnisation a rendu 80 projets d'avis, dont 38 définitifs, et ça reste insuffisant. À présent, et comme cela est prévu par la loi de finances pour 2019, le gouvernement remettra au Parlement d'ici le 1er septembre sur le sujet un rapport. Comme vous le proposez, ce rapport sera l'occasion d'identifier des voies d'amélioration du dispositif pour le rendre plus efficace et indemniser les victimes le plus rapidement possible.
En particulier, la question de la fusion de 2 instances d'expertise que vous proposez dans le cadre de cette proposition de résolution sera examinée. En effet, si la création de 2 instances était initialement justifiée par le fait de traiter au mieux des dossiers éminemment complexes, nous devons admettre qu'aujourd'hui, cette séparation est facteur de complexité pour les victimes elles-mêmes. Le dispositif est difficilement compréhensible et peut en partie expliquer la longueur des délais d'indemnisation. Votre proposition de fusionner les 2 instances me semble donc pertinente, car elle permet de rendre le dispositif d'indemnisation plus simple et plus lisible. Dans le cadre du rapport que nous devons vous remettre, nous examinerons toute autre piste qui poursuivrait cet objectif de simplification dans l'intérêt des victimes, tout en s'assurant que celle-ci soit robuste sur le plan juridique et préserve l'équité entre les victimes. S'agissant de votre proposition de réévaluation de la budgétisation complète du dispositif, je partage votre objectif, selon lequel cette réévaluation devra être faite de manière transparente et dès que nous disposerons de données permettant d'afficher ce chiffrage. Néanmoins, je tiens à préciser plusieurs points. Tout d'abord, le fait que Sanofi ne participe pas au dispositif d'indemnisation avait déjà été pris en compte dans le cadre des évaluations initiales, car de nombreux éléments nous laissent supposer ce refus du laboratoire d'indemniser les victimes. Cela ne signifie pas pour autant que les indemnisations versées aux substitutions du laboratoire pèseront de manière durable sur le budget de l'État. L'ONIAM demandera le remboursement des sommes qu'il a versées à ce titre, y compris devant les tribunaux. Deuxième point, la dotation annuelle est calibrée en fonction de la capacité d'examen des dossiers. Vous l'avez souligné, le nombre de dossiers restant à traiter est significatif. Les dépenses annuelles dépendront donc essentiellement du rythme d'examen des demandes et seront réévaluées en fonction de la montée en charge du dispositif. De la même manière, le coût global du dispositif sera réévalué dès que nous disposerons de plus d'éléments sur le nombre total de demandes et sur le montant d'indemnisation versé en fonction des dommages. Il est néanmoins encore tôt pour procéder à ce réexamen au regard des incertitudes encore fortes que nous avons en la matière, alors que nous allons communiquer sur le dispositif auprès des victimes potentielles et que le nombre d'avis rendus est encore faible pour estimer de manière fiable le montant moyen d'une indemnisation en fonction des pathologies dont sont atteints les enfants concernés. Pour conclure, soyez assurés que le Gouvernement a pleinement pris la mesure de la nécessité de simplifier le dispositif d'indemnisation des victimes du valproate de sodium, et c'est avec un grand intérêt que nous avons pris note des pistes que vous proposez. J'émets donc un avis favorable à ce projet de résolution, même si j'émets un avis de réserve sur le fait de devoir et de revoir dès maintenant l'estimation globale du coût du dispositif. Je souscris en revanche pleinement à vos propositions de simplification, car il est indispensable d'améliorer le fonctionnement du dispositif d'indemnisation des victimes du valproate de sodium dans l'intérêt des victimes. Je vous remercie. Merci Madame la Ministre. Sur le vote de la proposition de résolution, je suis saisie par le groupe La République En Marche d'une demande de scrutin public. Le scrutin est annoncé dans l'enceinte de l'Assemblée nationale. Nous devons donc réglementairement attendre quelques minutes avant de procéder. La demande de scrutin m'est parvenue après le début de l'intervention de Madame la Ministre. Donc la séance est suspendue pour quelques minutes.
Nous allons maintenant procéder au scrutin. Je vais donc mettre aux voix la proposition de résolution. Je vous prie de bien vouloir regagner vos places. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Voici le résultat du scrutin. Votant 44, exprimé 44, majorité 23, pour 44, contre 0. La résolution est adoptée. L'ordre du jour appelle la discussion, après engagement de la procédure accélérée, du projet de loi de règlement du budget et d'approbation des comptes de l'année 2018. La parole est à Monsieur Gérald Darmanin, ministre de l'Action et des Comptes publics. Madame la Présidente, Monsieur le Président de la Commission des Finances, Monsieur le rapporteur général, Mesdames et Messieurs les parlementaires, puisqu'il s'agit de la loi de règlement, c'est-à-dire l'exécution des comptes de l'année 2018, quelques chiffres valent mieux qu'un long discours. Le déficit public est donc à 2,5% constaté en 2018. Je rappelle qu'il était à 3,4% lorsque nous sommes arrivés en responsabilité et à 2,8% à la fin de l'année 2017. La dette publique a atteint 98,4% du PIB en 2018. Elle a été stabilisée, contrairement à ce qui a été dit, elle n'a pas augmenté par rapport à 2017. Les dépenses publiques hors crédit d'impôt, moins 0,6 points, passant ainsi de 55 à 54,4% en 2018. Ils ont donc baissé en volume pour la première fois depuis bien longtemps. Et les taux de prélèvement obligatoires qui ont baissé de moins 0,2 points, passant de 45,2 à 45% en 2018. L'objectif total des dépenses de l'État en 2018, c'est un objectif qui a été tenu avec 425,4 milliards d'euros, une sous-exécution d'1,4 milliard d'euros qui nous a permis en effet de mieux dépenser parce que nous avons fait une gestion, et je remercie mes collègues tout au long de l'année pour moins dépenser encore que l'inscription budgétaire, et des recettes fiscales qui ont augmenté par rapport à la LFI, moitié impôt sur les sociétés, moitié TVA, témoignage, je crois, de l'activité économique de notre pays. Le pouvoir d'achat des ménages a augmenté d'un peu plus de 1% en 2018, la croissance de 1,6% par rapport effectivement à l'année d'avant. Et nous avons la croissance des dépenses de fonctionnement des collectivités territoriales qui ont tenu à 0,3% en moyenne, avec moins 0,2 pour les 322 concernés par la contractualisation, les plus grandes collectivités, et plus 1,1 pour toutes les autres, c'est-à-dire pour les communes rurales. La contractualisation a également fonctionné, puisque l'investissement public a augmenté, tandis que les dépenses de fonctionnement pour les grandes collectivités ont diminué, ce qui a permis de ne pas baisser les dotations, voire parfois de les augmenter pour les communes rurales. Je voudrais ici saluer le travail du Parlement, de l'opposition comme de la majorité, sur le contrôle, notamment par l'accès que donne désormais le ministère des Comptes publics au travail des parlementaires, l'accès au logiciel Chorus, l'anticipation du projet de loi, comme des RAP, les données de comptabilité générale en open data. Je crois que ce projet de loi de règlement est à l'écoute du travail des parlementaires et de leur travail, effectivement, d'appréciation. C'est sûr que dans la loi de règlement, il n'y a pas la question autour de l'ONDAM, mais vous savez par voie de presse que l'ONDAM a vu son respect et notamment la redistribution pour 300 millions de déremboursements de dettes des hôpitaux. Et nous avons pu tenir la sécurité budgétaire de l'année dernière, faible taux de mise en réserve, 3%, c'était 8% auparavant, pas de décret d'avance. Et ce sera la deuxième fois qu'il n'y aura pas de décret d'avance pour la première fois depuis la LOLF, diminution des reports de charges et mesures préventives pour éviter ce que le président de la Commission des Finances nous a demandé de regarder, c'est-à-dire sur les DMTO. Nous avons eu un échange de courrier sur ce point. Voilà, mesdames et messieurs les parlementaires, une loi de règlement qui a su tenir les comptes votés par l'autorisation parlementaire sans décret d'avance et un pays qui a rétabli ses comptes publics, qui a favorisé son économie et le pouvoir d'achat des ménages. Merci, Monsieur le Ministre. La parole est à Monsieur Joël Giraud, rapporteur général de la Commission des Finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire. Monsieur le rapporteur général, vous avez la parole. La dernière fois qu'on a dit ça à quelqu'un, ça a mal fini. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président de la Commission des Finances, Madame la Présidente, pardonnez-moi, j'ai été troublé, chers collègues.
L'année 2018 sur le terrain des finances publiques se caractérise par beaucoup de bonnes nouvelles. Bon, d'abord, la France est sortie de la procédure des déficits excessifs, dont elle faisait l'objet depuis 10 ans. Le déficit public a encore reculé. Il se situe à son niveau le plus bas depuis 2006. Et nonobstant l'antienne au sens non liturgique du thème de certains esprits chagrins, la dépense publique a bien diminué en volume. Et le tout a été obtenu alors même que nous avions engagé une importante transformation de la fiscalité, avec une baisse d'impôts de plus de 16 milliards d'euros. C'est donc dans ce contexte de rétablissement des comptes publics et de baisse des prélèvements obligatoires, après le triste record de 2017, qu'il faut replacer l'examen du projet de loi de règlement, le premier qui porte sur un exercice complet, dont cette majorité et le gouvernement sont responsables. Alors, le projet de loi de règlement, c'est quoi ? C'est d'abord de comparer les résultats d'exécution à exécution, de vérifier aussi si la qualité des prévisions fournies au Parlement au stade de l'examen de la loi de finances initiale est également confirmée. Or, sur ces deux aspects, d'exécution à exécution d'une part, de prévision à exécution, le projet de loi ne mérite aucun grief. Le déficit public est en baisse, il est meilleur de 0,3 points de PIB par rapport à celui qui avait été prévu en loi de finances initiale et dans la loi de programmation des finances publiques. De même, le déficit budgétaire de l'État est inférieur à près de 10 milliards d'euros de ce qui était prévu en loi de finances initiale. Côté recettes, le coût des baisses d'impôts est conforme à ce qui avait été prévu. Les dépenses des ministères ont été maîtrisées avec une augmentation limitée à 1,4 milliard d'euros par rapport à 2017, soit une hausse de 0,6%. Elles sont en retrait de près d'1 milliard d'euros par rapport à la loi de finances initiale. Les deux normes de dépenses de l'État, la norme de dépenses pilotables et l'objectif de dépenses totales de l'État ont été respectés, avec une sous-consommation d'1,4 milliard d'euros pour la première, 51 millions d'euros pour la seconde. Je rappellerai aussi qu'il y a eu de nombreuses améliorations que nous avons apportées collectivement à la gouvernance et aux pratiques budgétaires. Le gouvernement et l'Assemblée nationale ont travaillé et agi de conserve. Le gouvernement a mis un terme à certaines pratiques non respectueuses du Parlement et l'Assemblée nationale a renforcé ses travaux de contrôle avec le printemps de l'évaluation. Monsieur le ministre, je ne peux qu'adresser un satisfait cite au gouvernement pour avoir tenu vos engagements en matière de gouvernance et de pratiques budgétaires. Le taux de mise en réserve des crédits a été abaissé de 8 à 3%, conformément à ce qu'avait souhaité là encore la Cour des comptes. Sur les sous-budgétisations, d'énormes progrès ont été réalisés, en passant de 4,4 milliards à 1,5 milliard d'euros. Et d'ailleurs, elles portent essentiellement sur les opérations qui sont les opérations extérieures des armées. L'exercice 2018 se caractérise également par l'absence de décret d'avance en gestion, ce qui est important parce qu'il s'agissait d'une atteinte profonde à l'autorisation parlementaire qui, certes, était encadrée par des dispositions de la LOLF, mais qui en aucun cas n'était une bonne mesure quant au respect des droits du Parlement. Tout cela a été atteint dans un contexte où le gouvernement n'a pas abusé donc, des techniques de régulation budgétaire, ainsi que l'a souligné le premier président de la Cour des comptes. Ceci démontre les efforts accomplis par le gouvernement pour présenter une loi de finances sincère et pour tenir les objectifs fixés en gestion. Nous avons, l'Assemblée nationale, tenu à contribuer à l'amélioration des pratiques budgétaires en adoptant une procédure renforcée du projet de loi de règlement. Le printemps de l'évaluation, à l'initiative de la Commission des finances, a créé les commissions d'évaluation des politiques publiques, au cours desquelles les ministres ont répondu aux résultats de l'exécution de l'exercice écoulé, mission par mission, politique publique par politique publique. Et pour cette deuxième édition, nous avons adopté un programme de travail avec chacun des rapporteurs spéciaux qui a choisi une ou deux thématiques d'évaluation. Le calendrier a été avancé. S'ensuit que le projet de loi a été adopté en Conseil des ministres avant la publication des comptes de l'INSEE intervenue le 29 mai, ce qui m'a conduit à présenter en commission un amendement à l'article liminaire pour tenir compte des révisions de très faible ampleur portant non pas sur le déficit public mais sur ses composantes. Je remercie aussi le gouvernement de nous avoir transmis de manière anticipée des rapports annuels de performance, ce qui nous a permis de travailler dans de meilleures conditions. L'intensité des relations avec la Cour des comptes est également annoncée. Ça démontre qu'il n'est pas toujours nécessaire de changer tous les textes pour améliorer le travail parlementaire et à droit constant, nous pouvons arriver à faire des choses extrêmement intéressantes. J'en profite pour remercier l'ensemble des rapporteurs spéciaux pour la qualité des travaux que j'ai appréciés en participant à 16 sur 18 commissions d'évaluation des politiques publiques.
Les ministres ont répondu plus directement cette année aux questions très précises des députés sur l'exécution des crédits qu'ils ne l'avaient fait l'année précédente. C'est donc le gouvernement a pu ainsi exprimer des explications. Je dirais d'ailleurs que lors de la discussion des amendements qui va suivre, compte tenu de ces éléments, j'estime que la pratique des CEPP est plus utile que le dépôt d'un certain nombre d'amendements qui notamment demandent des rapports supplémentaires sur des sous-consommations de crédit, alors que nous disposons maintenant des réponses qui peuvent être apportées tout simplement en commission. Donc au total, c'est au terme de cette procédure qui a été renforcée dans un contexte d'amélioration des finances publiques et des pratiques budgétaires que je vais vous inviter, chers collègues, à adopter ce projet de loi de règlement, à l'instar de notre commission des finances. Merci. Merci, monsieur le rapporteur général. La parole est à monsieur Éric Woerth, président de la commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire. Monsieur le président. Madame la présidente, monsieur le ministre, monsieur le rapporteur général, vous avez raison, monsieur le ministre, quelques chiffres valent mieux qu'un long discours, donc je vais faire un discours très bref et je vais citer quelques chiffres qui ne sont pas nécessairement les vôtres. La dépense publique en 2018 a augmenté d'1% en volume. C'est tout simplement le Haut Conseil pour les finances publiques qui le dit. Donc il y a une augmentation de la dépense publique, 17 milliards sur l'ensemble du champ public, 2,6 milliards en ce qui concerne l'État. On devait assister à une réduction du nombre de fonctionnaires. Le nombre de postes devait baisser dans le cadre de 120 000 postes qui sont prévus. En réalité, vous avez créé 206 emplois dans l'État. Voilà, on aura bientôt les noms au fur et à mesure des fonctionnaires. Donc on est tout à fait orthogonal, comme on dit, avec vos précédents engagements. Le déficit de l'État a augmenté de 12,3%. 12,3%. L'année dernière, il s'est ainsi creusé de 8,3 milliards d'euros. Alors c'est moins ce que vous prévoyez, certes, mais enfin, il faut juste regarder ce qui s'est passé en exécution budgétaire entre 2017 et 2018, et pas par rapport à la prévision. Donc c'est une augmentation forte du déficit de l'État. Et d'ailleurs, le déficit de l'État contribue à 120% du déficit public, puisque ce sont les collectivités locales et la sécurité sociale qui vous permet d'afficher un déficit public de 2,5%. Alors, la France est un mauvais élève. En Europe, quand on se compare, on ne se rassure pas, au contraire, on s'inquiète. Et l'État est le mauvais élève en France par rapport aux collectivités locales et par rapport à la sécurité sociale. Enfin, la Cour considère que la démarche de maîtrise des dépenses publiques étant des dépenses fiscales étant déshérence. Nous en avons largement parlé lors de cette séance d'évaluation des politiques publiques. Il faut évidemment que l'État reprenne la main là-dessus. Enfin, sur la dette, alors, je sais bien qu'il y a des OAT à 10 ans qui ne coûtent plus rien, voire qui rapportent de l'argent, mais il y a un effet de morphine là-dedans qui est assez extraordinaire. Et sur la dette de l'État a augmenté d'1,2 point de PIB en 2018. De l'État, 1,2 point de PIB en 2018. Il faut juste lire ce que dit le Haut Conseil. C'est très bien le Haut Conseil parce que comme ça on emploie ces chiffres. C'est pas les chiffres de l'opposition, c'est les chiffres. Et c'est les chiffres. Et si vous n'en êtes pas content, il faut le dire à Monsieur Migaud. Vous aviez la possibilité en 2018 de rectifier le tir. Vous aviez la possibilité d'utiliser la croissance, vous ne l'avez pas fait. Et d'ailleurs, quand on regarde le programme que vous avez transmis à la Commission européenne, vous abandonnez 45% de votre objectif de réduction du déficit sur la durée du quinquennat. Et dites adieu, d'une certaine façon, au retour à l'équilibre des finances publiques en 2022. Alors je sais bien que c'est difficile, mais il y avait au moins la croissance et la capacité, je pense, à le faire. Vous avez dégradé votre effort de diminution de la dépense publique avec des dépenses qui repartent à la hausse dès 2019. Au fond, les finances publiques, l'assainissement des finances publiques ne sont plus la priorité du gouvernement, si tant est qu'elle l'était été, et j'en ai été tout à fait persuadé en entendant le discours de politique générale du Premier ministre. Ainsi, Monsieur le ministre, lorsque on prend peu de temps et lorsqu'on regarde les chiffres, c'est vrai que les chiffres valent mieux qu'un long discours. L'exercice 2018 est un exercice manqué. Merci, Monsieur le Président. Prochaine séance ce soir à 21h30, suite du projet de loi de règlement. La séance est levée.